Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonjour à tous. Au sommaire du Journal des Alpes, ce midi, le contrôle aux frontières instauré depuis l'état d'urgence. Nous irons à la frontière italienne, au tunnel de Fréjus, en Savoie, où les douaniers français peuvent intervenir côté italien. La Savoie, où se tient aujourd'hui un colloque contre la violence faite aux femmes. Film choc à l'appui. Nous serons en direct du manège de Chambéry avec Sylvie Rest, présidente d'SOS Femmes Violence Savoie. Enfin, la couleur du temps va osciller entre jaune soleil et blanc nuage. Voilé du nord de l'Isère jusqu'à l'avant-pays savoyard, le ciel sera plus ensoleillé vers l'intérieur des massifs. Température fraîche, 2 à 5 degrés en plaine. Justice tout d'abord avec le procès de la rixe des Chirolles aux assises de Grenoble. Aujourd'hui, la Cour auditionne les deux hommes qui sont à l'origine de la première bagarre. Au cœur des débats du jour, les investigations téléphoniques. Jean-Christophe Solari, Vincent Abran. C'est un témoignage clé que livre en ce moment même devant la cour d'assises des mineurs Wilfried Noubissi. Wilfried, le jeune frère de Kevin, est aujourd'hui étudiant en BTS. Ce jour-là, de septembre 2012, il est encore adolescent quand brièvement, il se bat avec Abou Cissé, un jeune de la Villeneuve, pour effectivement une histoire de mauvais regard. L'enchaînement des faits est une succession de confrontations de plus en plus violentes qui mêlent les amis, les grands frères de Wilfried Noubissi et Abou Cissé, avec l'emploi grandissant d'armes de la part des jeunes de la Villeneuve. Des confrontations pour des histoires d'honneur, de fierté de quartier, une escalade qui va s'avérer mortelle, car pour Wilfried Noubissi, les choses sont claires. Personne n'a cherché à arrêter l'engrenage. Au contraire, ce soir-là, l'excitation, les insultes n'ont fait qu'augmenter jusqu'à tomber à plus de 15 sur Kevin et Sofiane. Sofiane qui venait simplement retrouver son ami Kevin pour aller manger un sandwich et parler du mariage où ils devaient être témoins tous les deux le lendemain des faits. Justice toujours. À l'automne 2014, EDF était reconnu coupable mais dispensé de peine après des poursuites engagées par le réseau Sortir du nucléaire qui dénonçait des insuffisances dans la sécurité de Superphénix, toujours en cours de démantèlement à Crémalville. Mise en délibéré le 11 janvier prochain, l'affaire a été réexaminée hier par la Cour d'appel de Grenoble. Aurélie Massé, Vincent Abran. Une culpabilité reconnue, mais aucune sanction à l'égard d'EDF. C'est ce jugement rendu il y a un an que ces militants antinucléaires contestent devant la cour d'appel. Pour eux, dans cette affaire révélatrice de failles de sécurité sur le site Superphénix, l'impunité a triomphé. Nous réclamons donc que EDF soit sanctionné à hauteur, si possible, de l'infraction, de la mise en danger d'autrui qui a été faite, afin que le message qui soit donné ne soit pas vous pouvez continuer à ne pas appliquer les règles de sécurité, ce n'est pas grave. L'infraction en question remonte à avril 2012. L'autorité de sûreté nucléaire organise à Crémalville une simulation d'incendie qui met en lumière des problèmes de réactivité. L'ASN met en demeure EDF d'améliorer la situation. Mais en 2013, un nouveau contrôle inopiné démontre que tout n'est pas réglé. L'agent de la société de gardiennage n'aurait pas été en mesure de fournir les plans du site aux secours arrivant sur les lieux. La sous-traitance en matière nucléaire, c'est un risque effectivement de dilution. EDF parlait de cascade de formation dont elle a mis fin. À force de dire à quelqu'un qu'il faut dire à quelqu'un qu'il faut dire à quelqu'un, on finit par avoir une sorte de téléphone arabe où on ne sait plus de quoi on parle. Et cet agent de 24 ans, franchement, je crois qu'il ne savait plus de quoi on parlait. Aucune déclaration d'EDF, mais devant la Cour, le groupe est resté sur sa ligne, estimant que l'infraction n'était pas caractérisée d'un point de vue pénal. Le fournisseur d'énergie, qui a aussi déclaré que l'exercice mené ce jour-là par l'ASN n'était pas réaliste, une remarque qui a fait bondir l'autorité de sûreté nucléaire. Oui, ce qu'on a simulé peut arriver et je pense que l'origine de ces campagnes d'inspection après Fukushima, c'était de montrer qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident et que donc il faut s'y préparer le mieux possible. L'autorité de sûreté n'est pas non plus là pour piéger EDF et donc elle fait ses contrôles le plus représentatif possible d'une situation qui pourrait arriver. Le ministère public a dressé un tableau accablant pour EDF et requis une peine d'amende de 20 000 € à son encontre. Le jugement a été mis en délibéré au 11 janvier. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, le contrôle aux frontières a donc été rétabli. Xavier Schmitt et Yves Mariglo se sont rendus au tunnel du Fréjus hier en Savoie. Particularité à cette frontière, la police française intervient également côté italien.
Une file inhabituelle de voitures. Après des années de libre circulation, c'est le retour des contrôles à la frontière franco-italienne. Une frontière qui se trouve au milieu du tunnel du Fréjus. Alors la police française opère en Italie. Le préfet est venu en personne superviser le dispositif. Il est prévu par un accord bilatéral. Un accord de 1963 permet à l'un ou l'autre des pays d'opérer des contrôles à l'entrée à ses frontières, mais sur le territoire de l'autre pays. Les médias ont été conviés pour l'occasion, mais les autorités l'affirment, ce n'est pas une opération de communication. Une centaine de policiers se relaient 24 heures sur 24 pour filtrer les véhicules qui entrent en France, avec deux priorités. La première, s'assurer que les gens peuvent juridiquement rentrer sur le territoire français, qui satisfont aux conditions prévues par les textes européens. Et la deuxième, c'est de s'assurer que les personnes, même si elles satisfont aux conditions d'entrée sur notre territoire, ne représentent pas un trouble pour l'ordre public. Et donc, si on n'a pas des gens qui seraient des soutiens terroristes ou autres. De son côté, l'Italie n'a pas rétabli le contrôle à ses frontières de l'espace Schengen. Mais ses policiers viennent ponctuellement épauler leurs homologues français. Nous avons renforcé les frontières pour collaborer, pour la collaboration avec les Français. Nous avons les contrôles avec les Français, toujours, tous les jours, avec l'échange des informations et des contrôles. Les contrôles vont perdurer avec l'état d'urgence au tunnel du Fréjus, l'un des premiers points de passage frontalier des Alpes. Retour en Isère avec cette information de nos confrères de France Bleu Isère. Marie-Christine Tardy devrait comparaître en justice le 9 février prochain. L'ancienne maire de Mélan est soupçonnée d'avoir favorisé le cabinet d'architecte de son mari. Les précisions sur notre site France 3 Alpes. À Grenoble, la journée choc annoncée par le maire pour protester contre la baisse des dotations de l'État aura bien lieu demain. Le recours du socialiste Jérôme Safar a été rejeté par le tribunal administratif. Les services municipaux seront donc fermés toute la journée. Aurélie Massé. Cette journée d'action pour la défense du service public touchera la majorité des bâtiments communaux. Mairies, bibliothèques, piscines, musées, mais aussi crèches dont les portes resteront closes. Il n'y aura pas d'ATSEM dans les écoles et par conséquent pas de périscolaire. L'école fonctionnera mais les garderies avant 8h30 et après 11h30 ne seront pas assurés. Au final, seuls 2 services dérogeront à cette journée morte, ceux qui assurent une mission de sécurité et d'hygiène. Ainsi, la police municipale sera bien présente. Et puis les maisons de retraite, l'aide d'urgence, les soins et la restauration à domicile ne seront pas impactés non plus. Dernière précision, même s'ils n'accueilleront pas le public, les agents municipaux continueront à travailler en interne. Ils ne sont pas à l'origine de ce mouvement. Un mouvement que le maire de la ville, Éric Piolle, explique dans une lettre adressée aux Grenoblois et que chacun devrait recevoir aujourd'hui ou demain dans sa boîte aux lettres. Un mot de politique. Selon un sondage ELAB en Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Ayrault sont toujours au coude à coude au deuxième tour des élections régionales. Alors au premier tour, la liste Wauquiez arriverait en tête avec 30% des intentions de vote contre 27% pour celle de M. Ayrault, qui devancerait d'1 point la liste du Front National conduite par Christophe Boudot. Et puis au second tour, les listes Ayrault et Wauquiez, vous le voyez, sont créditées de 37% des intentions de vote devant celle du Front National qui, lui, est à 26%. Un dîner solidaire d'exception, et c'est une première à Grenoble. La Banque alimentaire de l'Isère, les Restos du Cœur, le Secours populaire français et le Centre communal d'action sociale organisent le 24 novembre prochain un repas gastronomique dont les bénéfices seront reversés aux associations d'aide aux plus démunis. Environ 200 convives participeront à hauteur de 200 € chacune. Ce dîner éphémère aura lieu à l'ancien musée de peinture de la ville. Il sera parrainé par Michel Fugain et au fourneau, Stéphane Froidevaux, le chef du Fantin-Latour. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est véritablement un challenge parce qu'on va faire à manger pour 150 personnes. Et donc, on va tout préparer ici. Donc là-bas, ce sera une remise en température. C'est vrai que pour nous, ça nous change complètement parce qu'on travaille toujours pour des volumes de 30 ou 40 personnes. Là, il faut tout multiplier par 3 ou 4. Donc, et puis en plus, on veut absolument faire le meilleur travail possible. On veut que ce soit parfait, donc du coup, c'est une pression pour nous.
Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est l'objet d'un colloque qui se déroule aujourd'hui au Manège à Chambéry en Savoie. À la veille de la journée internationale de lutte contre les violences conjugales, des intervenants sont prévus toute la journée pour faire avancer la cause. Et parmi eux, Sylvie Rest, présidente d'SOS Femmes Violences Savoie, qui est en direct du manège de Chambéry pour nous. Bonjour madame. Alors, merci de nous accueillir. Oui, je vous en prie. Quels sont les principaux thèmes qui ont été déjà abordés à ce colloque ? Alors nous avons eu la chance de recevoir Laurence Noël avec son livre Renaître de ses hontes, qui nous a fait part d'un témoignage très évidemment émouvant, très réaliste sur la situation que vivent les enfants quand ils vivent au sein d'un foyer dans lequel il y a des violences conjugales. Elle nous a fait part évidemment de ce qu'elle a vécu et puis comment elle s'est sortie de cette situation délicate lors de son enfance. Alors, autre intervenant... Il y a eu également... pardon. Continuez. D'autres intervenants, effectivement, psychologues et psychothérapeutes qui nous ont fait part, eux, de leur approche quand ils, avec des vignettes cliniques, quand ils reçoivent des enfants, généralement en bas âge, qui sont victimes de violences conjugales au sein du foyer, mais aussi de violences sexuelles. Et donc, comment ils perçoivent l'approche, comment ils fonctionnent avec ces enfants qui, malheureusement, ne peuvent pas toujours exprimer ce qu'ils vivent. Alors, autre intervenant prévu dans ce colloque, notamment cet après-midi, c'est Quentin Philippe Gourillon, réalisateur du film La vision d'un enfant, dont la bande-annonce sera diffusée d'ailleurs cet après-midi. Je vous propose de regarder un extrait du film et on se retrouve juste après, Madame Rest. Attention, âme sensible s'abstenir. Qu'est-ce que je t'ai dit ? On peut parler d'extrême violence, madame, dans ces images. Est-ce que ces images chocs, qui sont aussi utilisées dans d'autres campagnes, sont toujours efficaces ? Et comment ? Alors, pas forcément, effectivement. C'est pour ça que nous organisons tous les ans un colloque de ce type qui aujourd'hui a la thématique précise sur les enfants parce qu'il ne suffit pas d'avoir des clips vidéo ou des annonces tonitruantes. On s'aperçoit effectivement avec l'aide des sociologues que ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Donc nous réunissons aujourd'hui 240 personnes, travailleurs sociaux pour la plupart d'entre eux, des professionnels également de la santé pour leur faire part de ce que vivent certains enfants. Parce que ce qui nous a donné l'idée plus précisément, c'est que depuis 2011, rendez-vous compte, les décès d'enfants, donc les enfants tués au sein de leur foyer ont été quasiment multipliés par 2. C'est donc dramatique ce qui se passe dans les familles. On dit souvent dans une sphère privée, c'est le cas, mais donnons-nous l'autorisation de signaler les enfants qui sont en danger, en extrême danger, et pour certains qui vont vivre des situations dramatiques avec le décès. 35 d'entre eux, pour eux, donc, sont décédés en 2014. Et merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Donc le colloque se poursuit cet après-midi à Chambéry avec, donc je vous lisais un extrait de ce film. Merci Madame Rest. Oui. Derniers travaux avant saison, deuxième volet de notre série hebdomadaire. Après la piste bleue des Deux Alpes hier, direction la Savoie, où Courchevel s'apprête à ouvrir Aquamotion, un véritable temple aquatique unique en France. Visite guidée, Denis Vigneault-Duguay et Jean-Pierre Rivet. C'est sans doute l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années. Le NEC plus ultra des activités liées à l'eau. Le tout dans un paquebot de 15 000 m², un immense temple aquatique. Une dizaine de bassins, deux hammams, trois saunas, une garderie, un espace aqualudique, un espace aqua-wellness, une balnéo, dans laquelle les gens pourront faire des soins d'eau, mais également des modelages du monde. À cela s'ajoutent des espaces de snacking, de restauration, de tisanerie et même des boutiques. Mais ce qui distingue Aquamotion des piscines ordinaires, c'est sans aucun doute sa vague de surf.
Un bassin de 90 mètres carrés dans lequel des pompes puissantes génèrent une vague sur laquelle 2 personnes évoluent dans différentes positions. Donc une position à plat comme elle est là, ou une position inclinée où elle remonte, la partie arrière remonte, et on a une pente finalement sur laquelle le surfeur se pose et évolue sur la machine. Avec son propre poids, il reste statique. En fait, le surfeur n'avance pas, non. Le surfeur n'avance pas. Il peut monter un petit peu plus haut sur la machine quand elle est inclinée, descendre un petit peu plus bas. Les 2 surfeurs peuvent se croiser puisqu'ils sont 2 en même temps. Donc c'est très ludique. Ouais. Bassin de nage, de plongeon et de saut, pente à glisse, lagon intérieur et extérieur, piscine pour enfants et même une rivière sauvage. Ici, l'eau est partout. Une eau précieuse que l'on traite avec le plus grand respect. C'est un sujet sur lequel on est sensible à Courchevel puisque le bâtiment est alimenté en eau par les réseaux de la commune. Et donc on utilise un système de traitement d'eau qui fonctionne avec des diatomées, donc pas uniquement des filtres à sable. Et ce système permet d'économiser environ 50% du volume d'eau qui est généralement nécessaire sur ce type d'installation. Une démarche qui se veut respectable du développement durable. La chaufferie fonctionne au bois et la toiture est végétalisée. Aquamotion semble sortir naturellement de terre. Un investissement de 63 millions d'euros entièrement supporté par la mairie de Courchevel. L'idée, c'est d'avoir un produit qui, en lui-même, va faire venir du touriste au-delà de la simple dimension ski. Donc les gens viendront à la fois pour le ski et pour le centre aqualudique en hiver, mais en été et hors saison, puisqu'il restera ouvert une partie du hors saison, les gens viendront simplement pour le centre aqualudique. C'est un produit d'attractivité en soi. No water, no business. Tel est désormais le credo des opérateurs touristiques en montagne comme en plaine. À Courchevel, Aquamotion sera opérationnel dès la mi-décembre pour le lancement de la saison d'hiver. Jusqu'au 7 février, le musée de Grenoble propose la première rétrospective en France de l'œuvre de Georgia O'Keeffe, cette artiste américaine inclassable qui a traversé le XXe siècle en passant de l'abstraction au figuratif. Une exposition d'autant plus riche qu'elle est complétée par des photos des amis intimes de l'artiste. Isabelle Colbrand, Damien Morelli. Georgia O'Keeffe, une femme féminine, féministe, avant-gardiste, que l'on peut difficilement classer au sein des différents mouvements du XXe siècle. C'est une artiste, je dirais, qui à la fois, bien sûr, est perméable aux différents mouvements du XXe siècle, puisque d'une part, elle est la compagne, puis l'épouse du grand photographe et défenseur des avant-gardes qui est Alfred Stieglitz, au sein de sa galerie 291 et de nombreuses galeries par la suite. Donc elle connaît, je dirais, les avant-gardes européennes de ce fait, mais en même temps, c'est une artiste typiquement américaine et toujours, je dirais, unique, en marge. Son travail est toujours inédit et difficilement, je dirais, associable aux différents mouvements qui ont jalonné le XXe siècle. C'est une œuvre exceptionnelle, comme le montre le parcours, des abstractions des années 10 jusqu'aux immenses compositions de ciel des années 50, 60 et voire plus tard jusque dans les années 70, en passant par ce que l'on connaît plus, à savoir les fleurs qui semblent vues au travers d'une loupe, au travers de lentilles, et puis également ces magnifiques vues de New York qui appartiennent là également aux plus belles vues urbaines que le XXe siècle a également produit. Parcourir l'exposition, c'est se confronter à un double regard, celui de l'artiste, celui des hommes de sa vie, photographes, qui l'ont éclairée et dont elle a assimilé la vision. Le choix du musée de Grenoble a été de mettre l'accent sur la photographie et de montrer comment Georgia O'Keeffe a entre guillemets été accompagnée par la photographie moderne. D'une part parce que Stieglitz, son époux, la sensibilise à ce médium, on va dire à la fin des années 10. D'autre part, à travers les rencontres qu'elle fera, Paul Strand, Edward Weston ou bien Ansel Adams. Personnage hors du commun, Georgia nous laisse son univers intense et foisonnant, près d'un siècle de travail pour percer une œuvre qui conserve malgré tout un incroyable mystère.